Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire la conférence sur les conflits de voisinage, un thème particulièrement intéressant, surtout en ce moment, avec les confinements vécus, revécus, les conflits se sont exacerbés et donc c'est une question qui a appelé beaucoup de questions de votre part. Alors, les conflits de voisinage, donc quand on est voisin, on est responsable des troubles que l'on cause, même si on ne commet pas de faute, il n'y a pas besoin d'un comportement fautif. C'est ce qu'on appelle les troubles anormaux de voisinage, c'est-à-dire des troubles qui vont dépasser les inconvénients normaux de voisinage. Le voisinage en chiffres, un sondage qui nous dit que 52,5% des personnes interrogées ne connaissent pas le prénom de leur voisin de palier. C'est un chiffre qui est quand même assez étonnant. Il est un peu ancien, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, on connaît davantage tous nos voisins. Donc, à mon avis, le chiffre a dû baisser aujourd'hui en 2021. Selon ce même sondage, 84% des sondés ont déjà connu des soucis avec leurs voisins, la plupart pour des nuisances sonores à hauteur de 40%, également pour des problèmes de clôture, 14%, d'animaux, chiens souvent, 12%, stationnement 10% et 9% évoquent même un harcèlement. 87% des sondés déclarent donner des coups de main à leurs voisins, donc la plupart d'entre eux le font pour des petits services en l'absence des voisins pendant leur congé, donc arroser les plantes, ramasser le courrier. 42% s'arrangent pour rendre visite à leurs voisins et les aider à effectuer des petits travaux. 29% pardon, pour les petits travaux, 24% pour faire des courses, voire à s'occuper des enfants, 21%. Et ce qui dissuade surtout les voisins d'entrer en contact, c'est toujours la peur de déranger l'autre, la peur d'être intrusif, ou encore le fait de ne pas du tout vivre de la même façon à hauteur de 35%. Par ailleurs, donc en 2019, petit sondage, qu'attendez-vous de vos voisins? 41% des interrogés répondent attendre un coup de main ponctuel, donc une aide pour du bricolage, pour recevoir un colis en son absence. 36% demandent un simple bonjour, la courtoisie la plus élémentaire. 9% qui deviennent des amis. Et 15%, là c'est l'indifférence, n'attendent absolument rien de leurs voisins. Donc là encore, ce chiffre a pu changer avec la crise sanitaire et d'autant plus que les conflits de voisinage ont littéralement explosé avec cette crise. Donc aujourd'hui, il y a peut-être moins de personnes qui n'attendent plus rien de leurs voisins. Alors, la condition de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faute. Il ne faut pas un comportement fautif. Il suffit juste d'une gêne qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage. Alors, il y a 4 conditions pour la mise en jeu de cette responsabilité. Tout d'abord, il faut être voisin. Donc, il faut une certaine proximité. On nous a posé la question avant la conférence, mais il n'y a pas besoin d'être voisin de propriétés qui seraient contiguës, qui se touchent. Donc, ça peut être un voisinage de quartier. Ensuite, deuxième condition, il faut un trouble anormal, c'est-à-dire qui va au-delà de la limite des inconvénients normaux du voisinage. Le droit de propriété, c'est un droit absolu, mais le propriétaire ne doit pas causer de dommages à autrui. Pour savoir si le trouble est anormal ou non, on va l'apprécier par rapport au secteur, par rapport à l'environnement du quartier. On apprécie également la fréquence, la durée du trouble, son intensité, le moment où il survient, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, ainsi que son lieu, donc en zone urbaine, zone rurale, zone semi-rurale, zone résidentielle ou pas, zone d'activité, zone industrielle. Tout ça, ça va avoir une incidence sur l'appréciation de l'anormalité du trouble. Troisième condition et quatrième à la fois, donc il faut qu'il en résulte un préjudice. Donc il faut un préjudice et un lien de causalité avec le trouble. Donc, le préjudice peut être assez large puisqu'il peut s'agir d'un préjudice économique. Par exemple, si votre propriété baisse de valeur, si vous êtes en activité professionnelle et que vous avez des pertes d'exploitation. Il peut s'agir encore d'un préjudice d'agrément, donc lorsqu'il y a des nuisances sonores, lorsqu'il y a des nuisances olfactives, une perte de vue, une perte d'ensoleillement génère un préjudice d'agrément. Il peut s'agir encore d'un trouble de santé. Donc là, j'ai vu le cas d'une cabine de peinture qui s'était installée avec des émanations de produits toxiques qui se diffusaient autour et donc qui avaient irrité les voies respiratoires de la voisine, donc qui en générait un trouble de la santé qui a été indemnisé. Il peut s'agir enfin d'un préjudice moral ou même d'un préjudice esthétique.
Alors, il y a un délai pour agir, c'est le délai de prescription de droit commun, c'est-à-dire 5 ans à partir du moment où naît le trouble, où on connaît l'existence de ce trouble et on subit le préjudice. Qui peut agir? Alors, le propriétaire du bien voisin, même s'il n'occupe pas son bien, peut agir contre le voisin qui est générateur du trouble. Peuvent également agir le locataire, peuvent agir les occupants, bref, toute personne voisine finalement du générateur du trouble. Contre qui agir? Alors là encore, c'est assez large puisqu'on agit contre la personne qui génère le trouble. Donc il s'agit du voisin. Donc c'est pas forcément le propriétaire, c'est pas forcément le locataire. Ça peut également être un responsable de chantier, une entreprise de construction qui vient faire des travaux. En fait, plus généralement, c'est vraiment le responsable du trouble qui est présent dans le secteur. Que ce trouble soit causé, là encore, on répond à une question qui nous a été adressée, que ce trouble soit causé sur la propriété, une propriété privée, ou dans l'espace public. Donc, s'il y a le trouble dans la rue, c'est pareil, c'est générateur de responsabilité. Il faut savoir, et ça c'est important, que le propriétaire poursuivi peut se retourner contre son locataire s'il y a manquement au bail. Je l'ai publié sur LinkedIn, on a une jurisprudence récente qui est intervenue au mois de mars, je crois, 2021, où un propriétaire a été condamné en responsabilité pour des manquements commis par son locataire. Et là, plus précisément, c'est le bail qui a été résilié à la demande d'un copropriétaire voisin qui a agi directement parce que le propriétaire était défaillant dans son action en application des clauses du bail. Souvent, le bail prévoit que le locataire doit occuper paisiblement les locaux, en faire une jouissance normale. Si le propriétaire est défaillant à agir en justice contre son locataire, un copropriétaire voisin peut agir et faire résilier le bail. Et dans ce cas, c'est la responsabilité du propriétaire qui est mise en jeu et lui peut ensuite se retourner contre son locataire. De même, l'accord qui est donné par un voisin ne vaut pas acceptation de la gêne. Là, il s'agissait dans cette affaire d'un voisin qui était d'accord pour faire poser un climatiseur qui a généré par la suite un bruit de fonctionnement. Donc, l'accord qui avait été donné pour l'installation par son voisin ne vaut pas accord pour subir une gêne anormale de voisinage. Alors, il existe plusieurs types de nuisances qui peuvent engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. La première nuisance, et la plus fréquente d'ailleurs, ce sont les nuisances sonores. Alors, les nuisances sonores, il y a toute une réglementation qui est dans le Code de la santé publique qui prévoit que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites qui sont fixées légalement. Cette émergence globale, elle est appréciée par la différence entre le niveau de bruit ambiant, qui va comporter le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel, qui est constitué par l'ensemble des bruits habituels. Donc ça signifie qu'on va prendre en compte le niveau du bruit ambiant. Par exemple, ce niveau de bruit ne va pas être le même pour une personne qui habite dans un quartier résidentiel et pavillonnaire où il n'y a pas de bruit habituel, de bruit dérangeant. L'appréciation ne va pas du tout être la même que celle d'un quartier de voisins d'un aéroport ou de voisins d'une autoroute qui vont forcément avoir un bruit de fond qui est continu quasiment et qui fait que le bruit émergent, donc le bruit qui va ressortir de ce bruit de fond, ne sera pas le même que s'il n'y a pas de bruit de fond du tout. Donc il faut une gêne anormale, c'est-à-dire qu'il faut un bruit qui va être incongru par rapport à l'environnement sonore habituel. Pour prouver ce bruit, généralement, on fait appel à un acousticien, on fait une étude sonométrique. Donc lui, il va voir si l'activité entraîne une émergence significative du niveau de bruit ambiant. Les normes, par exemple, nous avons 30 décibels pour un équipement quelconque d'immeuble, ça c'est prévu par la réglementation, et 35 décibels pour les équipements collectifs comme l'ascenseur, sachant qu'il y a une marge de dépassement qui est tolérée, donc qui est de 5 décibels la journée et de 3 décibels la nuit. De plus, à l'échelle locale, donc là je vous parlais du Code de la santé publique, ça c'est la réglementation nationale. À l'échelle locale, le maire ou le préfet peuvent prendre des arrêtés, il y en a souvent d'ailleurs, qui vont définir des jours et des heures possibles pour les activités de bricolage, pour passer la tondeuse,
pour des activités qui sont un peu bruyantes et qui vont être faites sur les propriétés privées. Alors, on nous a posé la question, donc à Paris, par exemple, il y a une interdiction de travaux bruyants, donc y inclut les chantiers, hein, et gênants pour le voisinage. Donc ces travaux sont possibles entre 7 h et 22 h en semaine. Ils sont possibles entre 8 h et 20 h le samedi, mais ils sont interdits le dimanche et les jours fériés. Donc ça veut dire qu'en principe, si vous voulez percer un mur, vous pouvez le faire dans ces créneaux horaires-là, mais pas dans les horaires interdits. Alors, les nuisances sonores peuvent provenir d'une activité professionnelle. Donc, il s'agit par exemple d'industrie, d'usine, d'activités de restauration. Toutes les activités professionnelles peuvent générer des nuisances sonores qui peuvent engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Il existe un privilège d'antériorité qui signifie que si l'activité existait et était installée avant que le voisin qui subisse le trouble ne se soit lui-même installé, le trouble n'est pas caractérisé et ne peut pas engager la responsabilité, sauf si l'activité n'est pas conforme à la réglementation. Donc, c'est ce qu'on appelle le privilège d'antériorité. Je viens, je m'installe, il existe déjà une industrie à côté de mon domicile. Cette industrie est conforme aux normes de décibels. Ça signifie que je ne vais pas pouvoir invoquer un trouble anormal de voisinage. Alors, constitue par exemple des troubles anormaux de voisinage l'extracteur d'air d'un restaurant qui va dépasser les limites réglementaires de bruit. Donc là, on est dans la conformité. En l'occurrence, les normes ne sont pas respectées, donc la responsabilité du restaurateur va se trouver engagée. Également, un autre cas d'espèce, des vibrations de chambre frigorifique avec des compresseurs qui sont installés par un charcutier dans sa cave. Ces vibrations vont générer un préjudice sonore pour l'ensemble des habitants de l'immeuble et vont donc engager sa responsabilité. Un autre cas, le cas d'une discothèque avec des bruits nocturnes qui dépassent les seuils acoustiques réglementaires et avec la présence constante de basses fréquences, l'acousticien va apprécier aussi les fréquences, même si l'établissement existait avec l'installation de ses voisins. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le privilège d'antériorité ne fonctionne pas si l'exploitation n'est pas aux normes. S'agissant des activités privées, alors ont été reconnus responsables un locataire qui va utiliser sa chaîne Hi-Fi à un niveau sonore anormalement élevé, donc ça va justifier la résiliation de son bail. Un copropriétaire qui va remplacer, ça arrive souvent, qui remplace la moquette de son appartement par du carrelage et donc il va diminuer l'isolation phonique au bruit d'impact du voisin. Ça engage sa responsabilité. De même, la jurisprudence a pu reconnaître la responsabilité d'un pianiste et chanteur lyrique professionnel qui s'exerce chez lui et qui émet des bruits excessifs, peu importe, nous dit le juge, qu'il soit professionnel. En revanche, des leçons de piano qui seraient dispensées par une copropriétaire relèvent des inconvénients normaux de voisinage parce que le juge a estimé que ça revenait au même que d'écouter de la musique ou d'écouter la télévision. Le chant du coq, là, c'est également une nuisance sonore qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors, il faut savoir que, là encore, on apprécie l'environnement. Mais la jurisprudence retient que même en milieu rural, le chant du coq peut constituer un trouble de voisinage s'il chante trop. Donc, c'est-à-dire s'il chante de façon continue, vraiment, ça c'est incessant, et très fortement dans le jardin. Donc, on apprécie, là encore, l'émergence du bruit, son intensité, sa fréquence. En revanche, le chant d'un coq le matin en zone rurale ne va pas constituer un trouble de voisinage. Il fait que chanter que le matin, pas la journée, pas la nuit, ce n'est pas un trouble de voisinage. Et là, je vous renvoie à la célèbre affaire du coq Maurice, qui a conduit à l'adoption de la loi du 29 janvier 2021, qui va définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, et donc qui a ajouté à la protection, donc, comme élément de patrimoine commun de la nation, les sons et odeurs qui caractérisent les milieux naturels de nos campagnes. Les aboiements de chiens, on a eu beaucoup de questions aussi sur les aboiements de chiens, donc ils vont être retenus comme inconvénients excessifs de voisinage uniquement dans certains cas.
Globalement, quand on consulte les arrêts qui sont rendus, on voit qu'il s'agit d'aboiements incessants et d'attitudes menaçantes et féroces de chiens. Souvent, ce sont des chiens de garde qui vont occasionner ce trouble de jouissance. Également, un autre cas avec la présence de 3 gros chiens sur une même propriété, et là, il y avait en plus leurs déjections qui n'étaient pas nettoyées de manière régulière. La jurisprudence a pu retenir aussi la responsabilité du propriétaire de chiens agressifs qui avaient un élevage en ville avec des chiens potentiellement dangereux. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a non seulement les bruits, mais également le danger qui va être retenu. Un autre cas où il s'agissait du comportement agressif et menaçant de chiens de race Rottweiler. Donc là, le juge a enjoint au propriétaire d'enfermer son chien dans la maison. Une autre affaire avec la présence de 7 chiens de chasse qui étaient enchaînés, ce qui évidemment favorisait les aboiements de jour comme de nuit. Une autre affaire, des aboiements constants jour et nuit de chiens de chasse encore. Et enfin, un dernier cas dans un lotissement résidentiel avec des aboiements répétés de 4 chiens. Donc là, on voit aussi qu'il y a le nombre d'animaux, il y a leur race, il y a leur dangerosité qui sont pris en considération. Les nuisances sonores, comment sont-elles sanctionnées? Donc, vous voyez à la lumière des arrêts que je vous ai cités qu'il y a plusieurs sanctions. La première, il va s'agir de l'injonction de faire cesser le bruit anormal sous astreinte. L'astreinte, je rappelle qu'il s'agit d'une sanction financière. Donc, on va assortir la condamnation d'une indemnité financière qui va être due à chaque fois que l'infraction se répète. Un exemple, là encore, publié sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, il s'agit d'un jugement du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a enjoint à un propriétaire de cesser sa location en Airbnb, il me semble, parce que ça occasionnait des nuisances pour l'ensemble des occupants de l'immeuble. Alors en l'occurrence, il a retenu une violation du règlement de copropriété qui prévoit que les copropriétaires ne doivent pas causer de gêne anormale à leurs voisins. Et les autres habitants donc, de l'immeuble se plaignaient des allées et venues incessantes des touristes. Donc, il s'agissait d'une location meublée de tourisme. Des allées et venues incessants, l'occupation des parties communes. Et donc, le propriétaire a été condamné sous astreinte de 700 € par infraction constatée. Donc, il faut que ce soit une somme assez dissuasive pour que ce soit efficace, plus coercitif. Donc, 700 € par infraction constatée et par jour. Donc, il a été condamné à cesser sa mise en location pendant un délai de 16 mois, donc ce qui est un délai quand même assez conséquent, donc une sanction plutôt sévère. La deuxième sanction, il peut s'agir donc de l'octroi de dommages et intérêts. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les différents préjudices qui vont être indemnisables, sachant que même si les nuisances sonores cessent en cours de procédure, s'il y a un contentieux qui est engagé, les dommages et intérêts vont rester dus pour le trouble de jouissance qui a été causé. Donc, ça va s'appliquer de manière rétroactive aux nuisances qui ont été subies, qui ont été générées. Sanction, un grade au-dessus encore, on en a parlé également, donc il s'agit de la résiliation du bail à la demande, soit, je vous le disais tout à l'heure, du propriétaire qui va invoquer un manquement aux conditions de son bail, un manquement du locataire dans l'exécution de ses obligations, ou encore d'un copropriétaire voisin, puisque via ce qu'on appelle l'action oblique, il peut obtenir la résiliation. Enfin, les dernières sanctions, donc il y a des sanctions pénales, que le tapage soit diurne ou nocturne. Donc là, on n'est plus du tout dans l'aspect civil de l'action en trouble anormal de voisinage, on est vraiment dans l'aspect pénal. Il s'agit donc d'une peine d'amende, généralement qui va être de 68 € si elle est payée immédiatement, un peu plus si elle est payée plus tard, sachant que le maximum, c'est 450 €. Donc cette amende, il n'y a pas besoin forcément d'une action pénale, elle peut être infligée par les forces de l'ordre qui se déplacent au domicile du fauteur de troubles.